Ouais, c'est un sujet qui est relativement complexe, où il y a plein de problématiques assez spécifiques qui sont abordées, donc j'ai tendance à m'étaler, parce que tout résumé, c'est assez compliqué. Donc, bienvenue à la volerie, bienvenue plus particulièrement sur cette animation dédiée aux vautours. Une semaine qui est importante pour nous, puisqu'on va vraiment sensibiliser aux vautours, des oiseaux qui sont très généralement méconnus, méprisés pour beaucoup, hein. C'est vrai que quand on dit le terme vautour, en général, le mot qui revient le plus fortement, c'est mort, point à la ligne. Il est toujours associé à la mort, une image qui a été toujours néfaste et qui lui a valu beaucoup de tort. Lucky Luke, typiquement, la BD, le cinéma ont fait grand tort à beaucoup d'espèces animales. Quand on regarde les requins blancs, par exemple, les dents de la mer, ça n'a pas joué en sa faveur. Et ça continue encore avec beaucoup de films. Les vautours, ils n'ont pas échappé à la règle, hein. Lucky Luke et tous les autres westerns, il y a toujours un vautour qui attend la mort du cow-boy, alors que c'est absolument pas comme ça que ça va se passer. Donc une semaine qui est donc importante pour nous, puisqu'on va donc sensibiliser via ces petites animations. On va donner aussi plus d'informations sur les vautours pendant le tableau, pendant la présentation. Et pendant cette semaine aussi, on va essayer de ramener un maximum d'argent possible pour les remettre ensuite à Save the Vulture, qui va tout simplement gérer les programmes de sauvegarde en Asie et en Afrique, hein, notamment. Donc, alors un vautour, qu'est-ce que c'est? Donc, dans un premier temps, c'est un charognard. Donc, il y en a un oiseau qui va être incapable de chasser, qui va se nourrir uniquement de charognes, hein, de cadavres d'animaux. Il faut savoir que tous les rapaces, globalement, sont charognards. L'aigle royal, le faucon vont être charognards parce que ça se déplace moins vite, donc c'est plus facile d'aller se nourrir sur une carcasse plutôt que d'attraper un lapin vivant. Cependant, les vautours, ils sont complètement incapables de chasser, de mettre à mort une proie. Donc ils ont une morphologie qui est adaptée à aller se nourrir sur les charognes, hein, sur les cadavres. Et donc on va pouvoir observer une morphologie très particulière qui est très visible, hein, chez les grands vautours, comme le vautour fauve qu'on a juste devant. Chez les grands vautours, on va observer un long cou, dépourvu de plumes, avec juste un petit duvet, ce qui va leur permettre d'aller fouiller très loin dans les carcasses sans se salir le plumage. Se salir le plumage, ça revient à se nettoyer, ça prend du temps, et le temps, c'est de la viande, donc la nature fait bien les choses, cou dépourvu de plumes. Avec à la base de ce cou une petite collerette qu'on voit sur le vautour fauve, hein, sur les têtes blanches également, qui va faire office de bavoir. Quand ils vont vraiment aller fouiller très loin dans la carcasse, ça va permettre au sang de la carcasse de s'écouler via ces petites plumettes modifiées et donc de ne pas entacher les plumes de vol. Chez les grands vautours, on va également observer un bec qui est extrêmement épais, extrêmement puissant. Il faut savoir qu'un vautour fauve, un vautour de rupelle, un vautour à tête blanche dans la nature, ça peut découper du cuir de rhinocéros. On parle d'un cuir de 5 cm d'épaisseur. Donc un bec qui est extrêmement tranchant, extrêmement puissant et résistant. On pourra également noter une autre particularité des vautours, et on le voit très légèrement sur le vautour fauve qui est pile poil en face de nous. On voit de très longs doigts, des pattes qui sont plates. Un vautour ne peut quasiment rien prendre, rien transporter avec les pattes, hein. Tout simplement, chez les rapaces, les pattes, c'est ce qui sert à mettre à mort la proie potentielle. Donc, ils n'ont pas besoin de préhension. Des pattes plates, dépourvues de préhension, faisant d'excellents marcheurs, et surtout des griffes qui sont très courtes et peu affûtées. Ces griffes, elles vont servir uniquement à bien se maintenir sur les cadavres d'animaux pendant ce que l'on appelle la curée. La curée, c'est le repas des vautours. Donc on peut voir dans les reportages animaliers où ils sont une trentaine, une centaine dans certains cas, sur une carcasse, et c'est un moment où c'est la bagarre générale, hein. Tout simplement, celui qui tape le plus fort, il va manger les meilleurs morceaux. C'est vraiment la baston pour les vautours, c'est un mode de vie. Donc les griffes, elles vont juste servir à bien se maintenir en position sur la carcasse pendant que les collègues, ils viendront mettre des grands coups pour essayer de le pousser. Donc voilà, ça c'est la morphologie particulière des grands vautours. À noter que tous les vautours n'ont pas la même utilité sur les carcasses, hein, c'est pour ça qu'il faut tous les protéger par une seule espèce. Et donc, ayant plusieurs rôles à jouer sur les carcasses, ils vont avoir donc une morphologie légèrement différente. Donc on a parlé de la morphologie des grands vautours, donc long cou dépourvu de plumes, une collerette qui fait office de bavoir, un bec relativement puissant. Donc ces grandes espèces, le vautour fauve, le vautour de rupelle, les vautours à tête blanche, ce sont les premiers qui vont arriver sur une carcasse. Ce sont les dépeceurs. C'est eux qui vont s'occuper de découper le cuir et de se nourrir de tout ce qui est partie tendre, tout ce qui est foie, cœur, poumon, intestin et tous les autres abats.
Suite une fois que ces vautours fauves, rupelles et têtes blanches se seront nourris, va intervenir le vautour moine. Le vautour moine, lui, il a un bec beaucoup plus large, un peu plus court et beaucoup plus puissant que ceux des autres vautours. Tout simplement, lui, son rôle, c'est de venir racler les os pour se nourrir des muscles qui vont être accrochés aux os. Donc il a un bec qui va servir vraiment à racler les os pour détacher le muscle qui s'y trouve. Alors une fois que les grands vautours auront passé sur la carcasse, il ne va quasiment plus rien rester. Cependant, il va en rester encore assez pour les petits vautours, notamment le vautour percnoptère. Et on voit chez les petits vautours que le bec il est totalement différent. D'une part, on a des plumes sur la tête, puisqu'ils n'auront pas besoin d'aller fouiller loin dans la carcasse, puisqu'il n'y aura plus rien à manger. Ils ont donc des plumes sur la tête en général et un bec très long, très fin. Eux, leur job, c'est d'aller fouiller entre les articulations, de se nourrir du cartilage, des tendons, des ligaments et des petits bouts de viande qu'auront oublié les grands vautours. Vous vous doutez bien qu'avec un bec de cette taille, on ne peut pas être très précis quand on va aller prendre la nourriture. Donc le boulot des petits vautours, c'est de finir tous les restes et de vraiment mettre les os en nature, tout simplement. Donc une fois que tout ce beau monde est passé, il ne reste que des os qui sont quasiment blanchis, il n'y a plus rien à manger dessus du tout. Cependant, il en reste encore un peu. Et c'est là que va intervenir un vautour que certains d'entre vous connaissent peut-être, puisqu'on peut le voir en France, dans les Alpes et les Pyrénées, c'est le gypaète barbu. Le gypaète barbu, c'est un très grand vautour, on parle d'un oiseau de 2,90 m d'envergure, l'un des plus grands vautours qu'on peut voir au monde, et c'est un oiseau qui, malgré sa taille, est extrêmement craintif. C'est-à-dire que malgré sa grande taille, une tourterelle qui est un peu énervée, ça peut le faire quitter son territoire, même s'il a des petits dans le nid. C'est un oiseau qui est très peureux. Donc il ne va jamais aller au milieu des grands vautours pendant la curée. Il ne va pas se mêler non plus aux petits, qui sont aussi assez bagarreurs. Donc quand le gypaète il arrive sur place, il reste que les os. Et le gypaète, lui, eh bien tout simplement, il a des sucs gastriques 5 fois plus puissants que ceux des autres, qui va lui permettre de dissoudre les os et de pouvoir ingurgiter la moelle qui est présente à l'intérieur. Un gypaète, ça peut engloutir en une seule fois tout rond un os de 30 cm, sans aucun problème, ça passe tout rond. Et pour les os un peu plus grands, ce qu'il va faire le gypaète, c'est un vautour qui va avoir, lui, pour le coup, de la préhension dans les pattes, il va pouvoir vraiment tenir des choses dans ses pattes. Et le gypaète, quand il tombera sur des os supérieurs à 30 cm, il va les prendre dans les pattes, monter en altitude et les emmener au-dessus d'un rocher qu'on appelle une enclume, toujours le même, et il va les lâcher de très haute altitude pour faire tomber l'os, le fracasser sur le rocher et pouvoir s'en nourrir. Il y a des photos assez fascinantes où on voit d'ailleurs un gypaète avec une carcasse entière de brebis dans ses pattes, parce que les petits vautours n'avaient pas fait leur boulot, et donc il y avait encore tous les ligaments, tous les tendons, etc. Donc ils se trimballaient la carcasse de brebis comme ça jusqu'à son enclume. Il y a certaines photos impressionnantes. Donc un oiseau particulier, et ça lui a valu d'être complètement décimé, le gypaète barbu. Il a été considéré ni plus ni moins comme l'oiseau du diable. Un oiseau particulier, roux, des ailes noires, une petite barbiche noire, le contour de l'œil rouge, et en plus il mange des os. Donc c'est clairement l'oiseau du diable, il faut l'abattre dès qu'on le voit. Donc voilà pour la présentation globale des vautours, de ce qu'est un vautour, de sa physionomie. En France, on va avoir ces 4 espèces de vautours, le vautour fauve, le vautour moine, le gypaète barbu et le petit vautour percnoptère. C'est les 4 qu'on peut voir en France. Donc pour ce qui est du gypaète, du moine et du percnoptère, on va les voir surtout dans les Alpes et les Pyrénées. C'est des oiseaux qui ont vraiment besoin de grandes altitudes. Le fauve, on peut le retrouver, ils se sont un peu plus étendus que les autres. On va pouvoir en retrouver à l'occasion dans le Massif central. Alors des oiseaux où on a des grandes populations, quand vous vous baladez dans les Pyrénées, les Alpes, c'est des oiseaux, les vautours fauves, que l'on voit assez facilement. Mais ça n'a pas été le cas tout le temps. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, on a complètement éradiqué les vautours français. Il n'en restait plus un seul. Certains villages, certaines villes donnaient des primes aux chasseurs dès qu'ils ramenaient des têtes de vautours pour avoir participé à un effort national, tout simplement. Donc au XIXe siècle, les vautours étaient complètement décimés en France. Il restait que 2 noyaux de population dans les Alpes et les Pyrénées, où c'était des oiseaux frontaliers, les vautours espagnols et les vautours italiens qui venaient de temps en temps passer de notre côté de la frontière. Donc on n'a plus de vautours au XIXe siècle, et c'est là qu'est entrée en jeu la Ligue de protection des oiseaux
que vous connaissez sûrement, qui est le représentant français de BirdLife International. Et donc la LPO a mis en place beaucoup de choses pour que ces vautours reviennent naturellement et les aider aussi via des réintroductions. Donc dans un premier temps, ce que la LPO a fait, c'est qu'ils ont tout simplement, grâce à la loi de protection des rapaces, mis en place des contrats, notamment avec EDF, pour sécuriser tout ce qui est ligne électrique, pour que ces grands voiliers ne finissent pas électrocutés sur les lignes de tension, tout simplement. Ils ont également mis en place ce que l'on appelle des placettes d'alimentation, c'est-à-dire que les vautours sont très sensibles aux produits chimiques. Donc pour signer leur retour, il leur fallait une nourriture de qualité, tout simplement. Donc il y avait une dalle béton pour éviter les jus d'écoulement de la carcasse, pour éviter que ça pénètre dans le sol et pollue donc les nappes phréatiques. Une dalle béton clôturée pour éviter les rats et autres nuisibles. Et en fait, sur cette placette d'alimentation, toutes les semaines, ils allaient apporter une grosse quantité de nourriture, une nourriture où il n'y a aucun produit chimique à l'intérieur, pour être sûr que les vautours aient une nourriture qui soit viable, tout simplement. Donc ces placettes ont très bien marché. Beaucoup de jeunes vautours espagnols et italiens ont commencé à repasser la frontière et à s'établir en France. Et ils ont aussi, la LPO, dans un dernier axe, obtenu tout simplement le fait que les agriculteurs aient le droit de laisser le bétail mort en estive. Il faut savoir que, passé une époque, c'était interdit. Il y a quelqu'un qui a réussi à se faire de l'argent avec. Dès qu'une brebis périssait dans la pâture, l'éleveur devait aller la prendre et la ramener à un équarrisseur qui allait l'incinérer. Donc on enlevait toute la nourriture de la bouche des vautours, ni plus ni moins. La LPO a réussi il y a quelques années déjà à pouvoir réautoriser le fait de laisser une brebis morte aux vautours. Il faut savoir qu'en une demi-heure, les vautours, ils l'ont déjà repéré, ils sont déjà en train d'attaquer le festin. En 2 heures, il n'y a plus rien. C'est vraiment des aspirateurs à nourriture. Les vautours, ça peut manger quasiment jusqu'à la moitié de son poids en un seul repas. C'est vraiment des aspirateurs. Donc, tous ces systèmes de protection, plus la réintroduction des oiseaux nés en captivité dans nos centres de reproduction, ont été réintroduits avec succès. Et ça a permis donc aux vautours fauves de revenir à des grands effectifs et des populations relativement stables. Donc maintenant, on a des grandes populations de vautours fauves qui se portent très bien et qui sont très stables, qui investissent d'anciens bastions, notamment le Massif central où ils ne revenaient pas. Ils sont revenus tout seuls et c'est plutôt une bonne chose. Donc ces programmes qui ont bénéficié aux vautours fauves ont aussi bénéficié aux autres, puisqu'ils ont exactement le même écosystème. Ils vivent au même endroit, ils mangent la même nourriture. Donc quand on protège un vautour, on protège tous les autres, tout simplement. Donc il y avait moins d'efforts à fournir et moins de budget à mettre sur chacune des espèces de vautours. Ils sont concentrés uniquement sur le vautour fauve et ça a aidé toutes les populations de toutes les espèces présentes en France. Donc nos programmes en France sur nos vautours se sont arrêtés puisque tous nos vautours se portent désormais très bien. Il n'y a qu'une seule espèce qui a encore un programme, c'est le gypaète barbu, qui est un oiseau extrêmement sensible. Comme dit, il ne va pas aller au milieu des grands vautours pour les curer, c'est un oiseau extrêmement craintif. Donc tout ce qui est essor des sports de pleine nature, le parapente, l'escalade, la randonnée, ça fait fuir ces oiseaux de leur site de nidification. Même s'ils ont un petit dans le nid, ils vont s'enfuir, tout simplement. Et ça a une reproduction très lente, ça met 7 ans à devenir adulte et après, en moyenne, ça pond un petit tous les 2 ans, en moyenne, un gypaète. Donc une reproduction qui est très lente. Donc s'il quitte son site alors qu'il a un petit dans le nid, c'est un véritable désastre. Donc sur le gypaète, c'est le seul où on a encore des cas de réintroduction à l'heure actuelle d'oiseaux de captivité qui vont être réintroduits comme ça tous les ans pour essayer de booster les effectifs. D'autant plus que le gypaète, il a une problématique un peu plus conséquente que les autres, c'est au niveau de son territoire. En effet, ce sont des oiseaux de haute montagne, les vautours en général, mais le gypaète a besoin de certaines choses que n'ont pas besoin les autres espèces. Vous voyez, ils sont complètement ocre, ils sont roux pétants. Il faut savoir qu'un gypaète, à la base, c'est blanc, blanc pur. Tout simplement, sur leur territoire, il leur faut une source ferrugineuse, une source où il y a du fer à l'intérieur. Et quand le gypaète va devenir adulte, qui sent qu'il est prêt à la reproduction, il va aller se rouler volontairement dans les sources d'eau ferrugineuse et ça va colorer son plumage. Il va ainsi pouvoir indiquer à ses partenaires que lui, il est prêt à la reproduction via ce coloris. Donc sur le territoire d'un gypaète, et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut une source d'eau ferrugineuse de qualité, qui ne soit pas polluée. Donc ça le rend encore plus sensible que les autres.
Mais voilà, globalement en France, nos populations se portent très bien. On voit notamment le vautour fauve. Vous verrez, hein, sur tous les panneaux, il y a des petits sigles. C'est les statuts de conservation qui sont mis à jour tous les ans, hein, via la Red List. Et donc nos vautours en France, ils sont en last concern, c'est-à-dire qu'ils sont tellement nombreux qu'on les compte même plus. Tous les programmes sont arrêtés, on ne compte plus les oiseaux, tout va bien, les populations sont stables. Il n'y a que sur le gypaète où on fait encore quelques comptages, hein, puisque les populations restent encore assez fragiles. Mais sinon, chez nous, tout va bien. Pourtant, il y a une menace qui commence à arriver, hein, tranquillement, c'est les éoliennes, hein, qui font des hécatombes chaque année. Alors une éolienne, peu de gens le savent, hein, mais par année en France, ça tue près de 7000 oiseaux et près de 4000 chauves-souris. Il faut savoir que chez Engie, il y a des gens qui sont payés pour ramasser les cadavres sous les éoliennes pour éviter que ça s'ébruite de trop. Une éolienne, ça paraît tourner lentement, mais en réalité, on parle de 40 mètres de pales qui tournent entre 150 et 250 km/h. Hein. Il n'y a rien qui peut passer en travers. Donc des véritables hachoirs à oiseaux. Qui plus est, vu qu'elles se servent de vent, ils vont les mettre sur des couloirs venteux. Et les couloirs de vent, c'est quoi? C'est des axes de migration pour les oiseaux, puisque c'est en servant du vent qu'ils vont pouvoir s'économiser en énergie sur la migration. Donc vu que c'est des passages obligatoires, hein, pour les migrations, ils finissent tout simplement percutés par ces éoliennes. Alors, à ajouter à cela que là, je vois qu'ils sont en train de faire un véritable coup de communication en disant on va repeindre les éoliennes d'une autre couleur parce qu'ils ne voient pas la couleur. C'est complètement faux. Il faut savoir qu'un aigle royal à 3 km, il voit un lapin, hein, marron sur marron. Donc si c'était la couleur de l'éolienne qui posait problème, il les éviterait tous, hein, tout simplement. Ce qui pose problème, c'est leur vision. Elle est extrêmement développée, elle est 5-6 fois plus puissante que la nôtre. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, on voit 50 images par seconde. C'est ce qui est capable d'analyser l'œil humain, 50 images par seconde. Donc quand on va regarder une pale d'une éolienne, on va voir une rotation. On va la voir tourner tranquillement. Eux, ils sont entre 150 et 250 images par seconde en fonction des espèces. Et donc, s'ils fixent une pale, ils vont la voir là, 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 là. Ils vont la voir de manière aléatoire. Ils ne vont pas pouvoir voir une rotation et donc essayer de calculer une trajectoire de passage. Ils sont obligés de se faire tout simplement déchiqueter. Donc, fort heureusement, il y a 2 ans en Espagne, ils ont développé un prototype éolien qui les impacte plus, qui n'impacte plus non plus les chauves-souris. Et en fait, c'est une éolienne qui est ovoïde, en forme d'œuf, et elle tourne sur elle-même comme un panneau bar tabac à l'ancienne, hein, vous savez. Donc l'éolienne étant pleine, l'oiseau ne peut plus passer dedans. Il est obligé de contourner à droite, à gauche, au-dessus, mais il ne peut plus aller dedans. Donc on espère qu'elle soit mise en place assez rapidement, d'autant plus qu'elle produit 2 fois plus d'énergie qu'une éolienne classique. Et qu'on peut en plus la mettre en bordure d'autoroute où les camions, en passant, vont pouvoir la faire tourner vraiment à plein pot tout le temps. Donc on espère que ce soit mis assez rapidement en place. Faut jamais demander la désinstallation des champs éoliens qui sont existants, puisque c'est pas une énergie qui est renouvelable. C'est-à-dire que quand une éolienne arrive en fin de vie, la moyenne de vie d'une pale d'éolienne, c'est 35 ans, hein, 30-35 ans. Quand ça arrive en fin de vie, ils creusent une fosse, ils enterrent tout, ils rebouchent et basta. Donc ça fait une pollution des nappes phréatiques, une pollution de l'écosystème. Donc il ne faut pas démanteler ces anciens sites éoliens, il faut juste que sur les nouveaux, on implante le nouveau système pour impacter plus la bifaune. Donc voilà en France ce qui se passe. Nos vautours sont quand même relativement stables, hormis ce petit problème d'éolienne, hein, qui devrait se régler dans les années à venir, du moins on l'espère. Ça va plutôt bien. En Asie, c'est pas du tout le cas. En Asie, il faut savoir qu'on a perdu en 20 ans 97% de la population de vautours asiatiques. Et c'est la 2e plus grande population de vautours au monde, hein. On parle vraiment de millions d'individus qui ont perdu la vie. En cause, les produits chimiques. Autant les maladies, les vautours, ils n'en ont rien à faire, hein. Autant les produits chimiques, c'est des oiseaux qui sont très sensibles aux produits chimiques. À 2 mg de trop, vous tuez un vautour avec un simple vermifuge, hein. C'est vraiment, ça supporte vraiment pas les produits chimiques. Et en Asie, c'est une des régions où tout simplement le diclofénac et certains antiproduits anti-inflammatoires étaient encore utilisés sur le bétail. C'était encore utilisé à usage vétérinaire. Alors le diclofénac notamment, c'est celui qui fait le plus de dégâts.
Nous, on en prend en tant qu'être humain, hein. Ça soigne les inflammations, tout simplement. Donc c'est un produit qui est très coriace. Pour ceux qui ont déjà pris du diclofénac, on le sent passer, hein. On sent que le système immunitaire, il est quand même mis à rude épreuve. Et donc dans toute l'Europe, c'est un produit qui a été interdit à la fin vétérinaire, tout simplement, parce que quand il y avait surdose, le bétail y mourait et les vautours allaient dessus et ça décimait tous les vautours, parce que les produits chimiques restent dans la chaîne alimentaire. Alors en Asie, ils ont mis déjà d'une part très longtemps à interdire ce diclofénac à usage vétérinaire. Les États ont réussi finalement à faire passer la loi et c'est désormais interdit comme partout. Cependant, il faut savoir qu'en Asie, la problématique, c'est qu'ils vont dériver le diclofénac destiné à usage humain pour le mettre sur le bétail. C'est-à-dire que nous, quand on va prendre du diclofénac, en général, c'est des petits cachets. Il faut savoir que ce produit, 3 millilitres, ça suffit à soigner un être humain, hein. Et là-bas, dans les pharmacies, ils vendent des flacons de 300 ml. Donc, on parle d'une quantité qui est colossale, tout simplement. Et donc, ce que faisaient les agriculteurs qui avaient du bétail, eh bien, tout simplement, ils allaient à la pharmacie du coin, ils achetaient le flacon de 300 millilitres qui était destiné à la base à usage humain, hop, et ils allaient piquer leur bétail. Sauf que derrière, il n'y a aucun veto qui a donné de dosage précis pour le bétail. Donc, ça veut dire que la vache, elle va mourir et que les vautours qui vont venir se nourrir dessus périssent à leur tour. Donc après, voilà, c'est la grosse problématique, c'est vraiment le détournement de ces produits destinés à l'humain sur le bétail, là-bas, qui pose de très grands problèmes. Alors, les États asiatiques, je pense notamment au Népal, au Bangladesh, etc., ils sont très préoccupés, hein, par ce problème. Il faut savoir qu'ils font tout pour sauver leurs vautours, les États là-bas. Ils passent beaucoup de lois. Là, ils essayent vraiment de faire interdire ces grands flacons gigantesques, hein, pour éviter le détournement. Mais c'est très compliqué. Ils ont essayé de faire passer une loi il y a de ça 2 ans. Et sur les 70 sociétés pharmaceutiques présentes là-bas, il y en a 3 qui ont accepté. Les autres, ils n'ont pas dit un mot. Ils continuent de produire et de fournir ces flacons. Donc c'est une grosse problématique qui essaye d'être résolue par les États. Qui est en phase de passer. On voit que les efforts commencent tout doucement à payer. On voit une nette amélioration, hein. Quand je dis une amélioration, c'est qu'on voit il y a moins de vautours qui meurent, très doucement, hein. C'est-à-dire qu'on est passé de 97% à 82%. Donc c'est pas flagrant, mais ça commence à s'améliorer au niveau de la mortalité des vautours. Et ça, c'est dû tout simplement à Save, qui est une association qui s'occupe des vautours là-bas, et surtout aux États et aux politiques qui sont très engagés dans la lutte pour les vautours. Pour une simple et bonne raison, pourquoi eux, ils sont si engagés alors que nous, les États, ils s'en moquent un peu? Eh bien, tout simplement, c'est qu'en Asie, ils ont déjà assisté à une quasi-disparition de leurs vautours. Il y a de ça quelques décennies. Et quand il y a eu cette quasi-disparition de leurs vautours, qu'est-ce qui est venu? La peste, la rage, l'anthrax. Parce qu'ils n'étaient plus là pour manger les carcasses qui pourrissaient alors dans la nature, et les maladies et épidémies ont commencé à se développer. Donc suite à la disparition des vautours, ils ont dû faire face à ces 3 maladies extrêmement coriaces, hein, on ne parle pas du Covid, hein. Peste, rage et anthrax, ça renvoie quand même. Donc il y a eu un déclin des populations humaines asiatiques qui a été dû à ces maladies. Donc c'est pour ça que les États en Asie sont vraiment très actifs pour la protection de ces oiseaux, c'est qu'ils ont déjà eu à faire face à ça, et ils savent que s'ils les perdent, c'est fini. Ça va durer quelques années, et après il n'y aura plus de population humaine asiatique, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça, donc c'est une très bonne nouvelle que ces États soient très engagés pour la protection des vautours. Donc les chiffres sont en nette amélioration, même si la majorité des vautours sont généralement asiatiques, hein, sont classés en danger, voire critiques. Alors c'est les 2 stades avant une disparition, hein, vous voyez les logos. Donc nous, en France, on est plutôt sur du LAS concerne. En Asie, on est en danger et critique. Alors critique, c'est vraiment le bord du gouffre. C'est-à-dire qu'en delà de ça, on va sur EW. EW qui veut tout simplement dire éteint en milieu naturel. Alors pourquoi il y a éteint en milieu naturel et éteint tout court? C'est parce qu'en milieu naturel, on a déjà éteint en milieu naturel, on a déjà réussi à sauver des espèces de leur disparition via la captivité. C'est le cas du haras de Spix, le haras bleu de Rio, ça a été le cas du condor de Californie également. Il y a plusieurs espèces qu'on a su tout simplement
faire survivre grâce à la captivité. Donc après critique, il y a éteint milieu naturel et puis l'extinction totale, hein, où est le dodo et pas mal d'autres espèces, le grand pingouin, etc., etc. Donc en Asie, ils sont vraiment généralement sur ces deux critères, critique et en danger, donc des statuts qui sont vraiment pas glorieux. Mais sinon, ça commence à revenir très doucement. On espère que d'ici quelques années, les populations soient à nouveau stables. Ils font des safe zones à vautours, des placettes d'alimentation. Ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir sauver leurs vautours. En Afrique, on parle de la plus grande population de vautours mondiale. En 20 ans, on a perdu 99,9% de la population de vautours africaine. En cause, plusieurs choses. Quelques collisions avec les lignes électriques, les champs éoliens qui font aussi quelques ravages, mais on est sur 6% de la mortalité des vautours africains, donc c'est pas excessif, c'est pas la plus grande des menaces. Il y a une grande menace, ça va être tout simplement le braconnage. Il faut savoir que les têtes de vautours sont encore beaucoup utilisées là-bas pour la médecine traditionnelle locale et pour des rituels sacrés, hein, tout simplement. Donc ça va concerner 29% du taux de mortalité en moyenne. Ce qui va vraiment causer problème aux vautours là-bas, c'est les empoisonnements involontaires et volontaires. Il y a les deux types d'empoisonnement là-bas. En termes d'empoisonnement involontaire, va y avoir tout ce qui est pesticides, insecticides qui vont se répandre dans la chaîne alimentaire et les impacter. Et il y a aussi le fait que les éleveurs de bétail, en général, là-bas, vont empoisonner des carcasses pour tout simplement essayer de tuer les prédateurs qui s'en prennent régulièrement au bétail. Les lions, les hyènes, les lycaons et autres grands prédateurs. Donc en général, les éleveurs de bétail vont empoisonner des carcasses pour éliminer ces grands prédateurs qui s'en prennent à leur bétail. Le problème, c'est que qui dit carcasse dit vautour, et donc les vautours périssent de cet empoisonnement qui à la base leur était pas destiné. C'est pour ça qu'on parle d'empoisonnement involontaire, hein, tout simplement. Et la dernière cause de mortalité, c'est l'empoisonnement qui est lié au trafic de l'ivoire et de la corne de rhinocéros. Une problématique un peu compliquée. Faut savoir qu'une carcasse de rhinocéros, ça va attirer près de 200-300 vautours. C'est un balai aérien qui se voit à près de 10 km. Et en fait, les rangers des parcs naturels avaient l'habitude de scruter le ciel. Et dès qu'ils voyaient un très grand nombre de vautours, ça veut dire que c'était soit un rhinocéros, soit un éléphant, soit un hippopotame. Donc possiblement un acte de braconnage. Donc en scrutant le ciel, comme ça, ils arrivaient généralement à localiser les lieux de braconnage et à aller sur place et à capturer les braconniers pendant qu'ils étaient en train de découper les défenses ou l'ivoire. Malheureusement, les braconniers, ils ont fini par comprendre l'astuce et maintenant, avant d'aller chasser ces espèces, ils vont dispatcher sur tout le territoire des milliers de carcasses empoisonnées pour décimer un maximum de vautours possible, qu'il y en ait moins dans le ciel quand ils iront braconner le rhinocéros ou l'éléphant. Et une fois qu'ils se sont servis, qu'ils ont fini leur travail, pour ainsi dire, ils vont quand même empoisonner la carcasse de rhinocéros pour, au cas où il y ait quelques survivants, finir le boulot. Alors en termes de mortalité, c'est assez conséquent. Il faut savoir qu'une carcasse de vache, ça va tuer jusqu'à 150 vautours. Une carcasse de rhinocéros, on parle de 500 vautours en une seule fois. Donc c'est vraiment une problématique qui est assez complexe. Qui plus est, ils se sont rendus compte que pour sauver donc les vautours, il fallait sauver l'éléphant et le rhinocéros. Mais pour les sauver, il fallait faire autre chose. C'est-à-dire qu'ils ont injecté une fausse défense avec un GPS dedans pour voir les points de transit, pour essayer de faire arrêter le trafic, tout simplement. Et ils se sont rendus compte, sur les GPS, que c'était tous des points clés d'organisations terroristes. Al-Qaïda, Daesh, etc., etc. Et en fait, ils revendent ça au marché chinois pour faire engranger des fonds, tout simplement. Donc pour sauver les vautours en Afrique, faut sauver l'éléphant et le rhinocéros, mais pour les sauver, faut arrêter tout simplement le terrorisme. Donc c'est une problématique qui est très complexe et qui, heureusement et malheureusement, est en train de s'éteindre d'elle-même. Heureusement, parce qu'elle s'éteint d'elle-même, donc ça veut dire que les vautours vont aller un peu mieux. Malheureusement, elle s'éteint toute seule, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rhinocéros, il n'y a plus d'éléphants, il en reste quasiment plus. Donc tout simplement, on est en train de perdre des espèces et ça va peut-être sauver les vautours. Vous voyez, c'est un peu une contrepartie qui est assez compliquée chez les vautours. Donc là aussi, ils ont fait pas mal de programmes de sauvegarde, hein, des placettes d'alimentation pour leur apporter de manière régulière une nourriture qui est saine, qui n'est pas contaminée par les produits chimiques. Il y a quelques cas de réintroduction parce qu'on est arrivé à un stade où les populations sont tellement en déclin qu'on est obligé d'en relâcher pour essayer de les tenir un peu à flot.
en sachant pertinemment que sur les 50 oiseaux relâchés, il y en a peut-être un qui va survivre à l'âge adulte. Hein. On en est arrivé à un stade où ils sont obligés d'envoyer malheureusement certains oiseaux au casse-pipe pour essayer de maintenir à flot un peu les populations. Après, ça commence à changer tout doucement. On voit une très légère amélioration aussi, puisqu'ils ont un programme qui consiste tout simplement à créer des écoles gratuites pour les populations sud-africaines, tout simplement. Et en échange de ces écoles gratuites, eh bien, il y a un module d'écologie qui est destiné. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre aux enfants que le lion, ça va être utile pour ça, que les vautours vont être utiles pour ça, etc. Donc ils ont une école gratuite et en compensation, on leur apprend à protéger leur biotope et le rôle des différentes espèces. Donc la nouvelle génération qui prend le relais des anciennes commence aussi à faire en sorte que les espaces naturels là-bas se portent un peu mieux, parce qu'ils ont tout simplement une école avec des modules écologie qui est présente là-bas. Donc c'est en train de s'améliorer en Afrique. Même si c'est quand même grave, hein. En 20 ans, 99% de la population, ça reste quand même un véritable massacre. Hein. On parle de quasiment 10 millions d'individus, hein. C'est vraiment quelque chose de colossal. Alors au niveau de nous, ce qu'on peut faire en tant que parc zoologique, c'est très simple. Via des journées comme celle-ci, des semaines comme celle-ci, on va tout simplement faire des dons aux différentes associations qui vont œuvrer sur place. En général, nous, on va partir sur Save, qui va s'occuper des vautours en Asie, parce que c'est là-bas que ça va commencer à s'améliorer, donc on va les aider à finir le travail, tout simplement. On va aussi tout simplement faire de la sensibilisation, comme on le fait là, comme on fait avec nos présentations, pour essayer tout simplement de faire évoluer un peu les consciences, les mentalités, hein, parce que ces oiseaux restent relativement mal vus. Et on va aussi faire beaucoup de reproduction. C'est-à-dire que nous, on a l'un des plus grands centres de reproduction de rapaces de France. On a quasiment, en fonction des années, entre 80 et 150 petits par année, hein, au niveau des rapaces, toutes espèces confondues. Donc la majorité de nos petits vont partir à travers toute l'Europe pour essayer de faire des différents couples reproducteurs, de mêler la génétique. On ne les réintroduit pas encore en Asie et en Afrique, tout simplement parce que les problèmes ne sont pas réglés. Et donc on n'a pas envie d'envoyer nos jeunes oiseaux au casse-pipe. Tout simplement, avant la réintroduction dans ces pays où c'est compliqué, on va attendre justement que Save the Vulture et BirdLife International nous disent « Les gars, c'est bon, le milieu naturel est prêt à les accueillir, vous pouvez y aller ». Et là, toute l'Europe va envoyer des centaines de milliers de vautours en réintroduction. Mais on ne le fait pas tant qu'on n'a pas le feu vert et que le milieu n'est pas sauvegardé. Donc c'est une de nos missions pour le moment, c'est faire des couples reproducteurs, faire beaucoup d'échanges à travers toute la France et l'Europe pour mêler les génétiques et être prêt en cas de feu vert des associations. Et il y a une dernière chose qu'on peut faire aussi, c'est être une sorte de réserve. C'est-à-dire que nous, on est un milieu qui est sécurisé avec de la viande de qualité, donc on peut faire survivre certaines espèces. Ça a été le cas notamment avec le condor de Californie, qui est un cousin du condor des Andes. Il faut savoir que le condor de Californie, dans les années 20, il en restait que 15 dans la nature. Mais il en restait quand même pas mal en captivité. Donc le condor de Californie, ce qui s'est passé, c'est qu'il restait que 15 individus, reproduction très lente. Un condor, ça met 10 ans à devenir adulte et un petit tous les 2 ans. Donc impossible pour eux de renflouer leurs effectifs. Donc ce qu'ont fait les États qui avaient ces condors de Californie en milieu naturel, eh bien ils les ont tous capturés, les ont placés dans des parcs animaliers aux États-Unis, ont fait beaucoup d'échanges, de la reproduction pendant 15 ans, comme ça, en captivité. Donc pendant ces 15 ans, inutile de vous dire que le condor de Californie était déclaré état en milieu naturel, hein, puisqu'on avait capturé les 15 derniers individus restants. Pendant ces 15 ans, ils ont soigné le milieu naturel et à la fin de ces 15 ans, ils ont commencé à réintroduire les condors de Californie petit à petit. S'il vous plaît, la représentation va commencer d'ici 5 minutes. J'invite donc toutes les personnes qui souhaiteraient y assister à bien vouloir venir prendre place sur l'heure de vol qui se trouve juste devant le château. 5 minutes before the beginning of the representation. J'ai tendance à m'étancher. Je rappelle également, au vu des conditions sanitaires, que même si nous ne sommes pas nombreux, hein, le port de masque est ils ont commencé à réintroduire les condors de Californie. Et l'an dernier, on en a 366 des condors de Californie. Donc c'est aussi un des rôles qu'on peut jouer, c'est de servir de réserve pour des futures réintroductions. Ça a été le même cas avec le faucon cresserelle de l'île Maurice. 3 individus en nature, capture, captivité, reproduction, 1200 l'an dernier. Donc c'est aussi un de nos rôles qui a à jouer.
En tant que particulier, on va finir là-dessus, ce qu'on peut faire en tant que particulier, on ne peut pas sauver les vautours, hein. C'est généralement des problématiques qui se passent ailleurs. Par contre, on peut jouer sur la petite chouette effrayée, le petit faucon cresserelle, la buse variable. Et tout ce qu'il faut faire, c'est tout simplement éviter d'utiliser des produits chimiques dans le jardinage. Nos anciens avaient des stratégies, ils plantaient de l'ail à côté des salades pour que les limaces ne viennent pas. Et ça marchait beaucoup mieux. Qui plus est, les produits chimiques, ils dégradent les sols, ils ne les améliorent pas. Donc tout ce qu'on peut faire en tant que particulier pour aider tout le milieu sauvage, toute la chaîne alimentaire, c'est d'éviter l'utilisation de tous ces pesticides, insecticides et autres engrais chimiques. Et voilà, on va conclure là-dessus, parce qu'après je vais me faire disputer. Désolé d'avoir tardé comme ça, je m'étends, on n'en voit plus le bout. Merci.